Salut tout le monde, salut Médoc. Yes. Bienvenue dans Classé 18+, avec une émission, c'est pas toujours le cas, où on va parler de jeux qui font vraiment plaisir. Ça arrive, tu vois, il y a des émissions, les jeux, il n'y en a pas un seul qui te parle vraiment. Et là, en l'occurrence, à la toute fin de l'émission, il y a un jeu qui va parler à tout le monde et qui m'a beaucoup parlé à moi, ainsi qu'à Jonathan, qui a pu assister à la présentation. D'accord. Est-ce que tu vois un peu ce que ça va être ? Je visualise. Et j'annonce aussi tout de suite un 3 minutes pas plus absolument épique sur un jeu magnifique. Il coûtait un petit peu cher, mais vraiment, alors pour le coup, on a contesté, genre la thématique, etc., n'était pas toujours respectée, etc. Ouais. On est complètement dans un 3+, là. C'est du vrai 3+, du pur 3+. Donc du kiff, mais que de ton côté, Thierry. Passe-moi le sommaire, tu vois, ça va être bizarre. Ça va être bizarre. Ah ouais. Bon, on va voir ça tout de suite. Et on commence justement ce classé 18+, avec la critique flash de Surgeon Simulator 2013. Génial. Ensuite, on enchaîne avec Soul Sacrifice, la critique complète. On a galéré, c'est sur PS Vita. Suivi donc du 3 minutes pas plus dont tu nous as parlé en intro. Tout à fait. Suivi du très attendu Showtime, comme tous les mois. Et on termine ce classé 18+, avec une interview, il me semble. Ouais, même 2 interviews. 2 interviews consacrées à Watch Dogs. Watch Dogs. Wow. Voilà, ça tue, non ? Et Ouais. tout de suite, les news. In a time of national crisis. Disponible le 23 août prochain, soit quelques semaines avant la sortie de GTA V, Saints Row 4 donne toujours dans l'open world décomplexé, avec un côté non-sensique un poil vulgose totalement assumé. Si on incarne toujours le leader des Saints, ce dernier a pris du grade puisqu'il est désormais président des États-Unis. Un président un peu bizarre bien sûr, qui adore coller des raclés à ses électeurs. Ah, et il a des super pouvoirs, histoire de bien exploiter la nouvelle verticalité de Steelport avec ses vaisseaux mers extraterrestres suspendus au-dessus de la ville et ses énormes tours aliens. Oui, comme vous le savez sans doute déjà, le Steelport de Saints Row 4 est virtuel. C'est une simulation futuriste créée par les aliens au sein de laquelle les Saints ont été transportés. D'où les super pouvoirs. Le joueur président peut donc courir comme Flash, bondir d'immeuble en immeuble comme Spider-Man, mais sans toile, friser ses ennemis, les suspendre dans les airs à l'aide de la télékinésie et ainsi de suite. Il dispose également d'un arsenal conséquent et toujours aussi délirant, comme le rayon gonfleur ou le sublimement crétin pistolet Dumbstep qui permet de faire danser ses cibles jusqu'à la mort. On notera qu'il est maintenant possible de customiser le look de ses armes et non plus seulement leur capacité. On retrouve aussi les véhicules comme ce Monster Truck ou encore mieux, un mecha. Super pouvoir, armes stupides, mecha, que demander de plus ? Franchement, je ne vois pas trop. Well, hello, Mr. President. Une très bonne nouvelle pour tous les joueurs qui ont eu la chance de jouer à l'excellent Eternal Darkness sur GameCube. Après plus de 10 ans d'attente, une suite spirituelle est enfin prévue par ses créateurs et s'intitulera Shadow of the Eternals. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Eternal Darkness, il s'agit d'un jeu action-aventure à l'ambiance glauque et malsaine où la folie tenait un rôle central dans le gameplay par le biais d'une jauge de santé mentale. En effet, si cette dernière était trop basse, le joueur était alors confronté à des hallucinations visuelles et auditives de plus en plus fréquentes. Dans Shadow of the Eternals, le concept de santé mentale sera bien sûr conservé, ainsi que le système permettant d'incarner de nombreux personnages au fil des époques, et cette fois sur plus de 2500 ans d'histoire. Le jeu est prévu pour 2014 sur PC et Wii U, et si, comme nous à No Life, vous attendez cette suite avec impatience, vous pouvez aider les développeurs qui ont lancé un financement participatif sur le site officiel de la boîte, precursorgames.com. Les objectifs du studio sont plutôt élevés, ces derniers cherchant à lever sur Kickstarter 1,35 million de dollars, en plus des 150 000 $ déjà obtenus via leur site. On va profiter de cette nouvelle bande-annonce consacrée à Black Flag, qui ne nous apprend rien de nouveau par rapport à nos précédents sujets sur le jeu, pour parler chiffres. Ubisoft a en effet récemment publié ses résultats pour l'année fiscale 2012-2013, conclue le 31 mars dernier. Assassin's Creed s'est accaparé la 5e place du top 20 des franchises ayant le plus vendu sur PC et la génération de consoles de salon actuelle, soit de 2005 à 2012. Elle est située derrière Call of Duty, number 1, Mario, number 2, FIFA, number 3 et Wii Fit, Wii Fit, qui trône à la 4e place de ce top. À lui tout seul, Assassin's Creed 3 s'est vendu à plus de 12 millions d'exemplaires, Far Cry 3 ayant atteint les 6 millions d'exemplaires vendus, que ce soit sous une forme physique ou digitale. Pour la prochaine année fiscale, Ubi compte frapper encore plus fort, avec 5 AAA visant les core gamers contre 3 en 2012. Assassin 4, Splinter Cell Blacklist, Watch Dogs et 2 autres titres encore tenus secrets, dont une licence originale.
On en saura plus dans quelques semaines à l'occasion de la pré-conférence 3. Captains will curse our flag, and kings will fear it. As long as empires generate wealth and riches, we will be there to bleed them dry. Critiqué dans le prochain classé 18+, Metro Last Light ne devrait pas nous décevoir. Si ce FPS post-apocalyptique possède une structure linéaire à la Call of, il se rattrape en proposant un univers extrêmement immersif, faisant la part belle aux choix moraux. D'après ce que nous avons pu constater jusqu'à présent, le simple fait de tuer un ennemi de base est considéré comme un choix moral. Il serait ainsi possible de finir le jeu en ne tuant quasiment aucun être humain. Plus subtil que de nombreux autres FPS linéaires, Metro Last Light souffre de l'absence du fameux mode Ranger. Ce mode ultra hardcore, similaire au mode 1999 de BioShock Infinite, ne sera en effet accessible que sous la forme d'un bonus de précommande ou via l'achat d'un DLC accessible à la sortie du jeu, ce qui a bien évidemment provoqué l'indignation de nombreux fans. D'autant que le site officiel du jeu précise sur sa page de garde que ce mode permet de jouer tel qu'il a été pensé. Une phrase traduite sur le site français par un plus léger « jouer avec la difficulté originale ». Pour rappel, ce mode Ranger propose une interface de jeu épurée, une difficulté accrue et des ressources extrêmement limitées. Sachant que l'éditeur du jeu, Core Media, a justifié cette décision en déclarant que les bonus de préco étaient aujourd'hui une nécessité commerciale et qu'ils avaient préféré proposer ce mode plutôt que des missions additionnelles, sachant qu'il se destinait avant tout aux hardcore gamers, soit aux joueurs susceptibles de précommander le jeu. Et vous, qu'en pensez-vous ? Et on conclut ces news avec le teaser de Wolfenstein The New Order qui sera présenté lors du prochain E3. On le regarde ensemble et on en parle juste après. While I was gone, they set the world on fire. It wasn't a war anymore. It was a remaking. Some losses are inevitable. Some unthinkable. Now they built a new world. Armies of steel and thunder. They're rewriting history. There must be some kind of way out of here. But they forgot about me. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Alors on a pu voir pendant ces news, entre autres Thierry, le trailer, le tout premier teaser de Wolfenstein The New Order. Voilà, on attendait une annonce de Bethesda qui devait justement présenter un nouveau titre. Donc là ils ont balancé le teaser, il s'agit de Wolfenstein. Donc c'est développé par un nouveau studio de développement qui s'appelle Machine Games, composé par des anciens de Starbreeze. Donc du coup c'est des développeurs suédois. Ils travaillent avec Lead Tech 5, donc le moteur graphique d'id Software qui a été déjà employé pour développer Rage. Et le jeu va sortir en fin d'année sur les consoles actuelles, mais aussi sur les prochaines consoles, donc la PS4 et Xbox je ne sais quoi. Et donc là je suis très curieux de voir ce que va donner ce nouveau moteur avec les nouvelles consoles.
Je pense que ça peut potentiellement être très beau. Ensuite, c'est du gros délire, hein, c'est le Wolfenstein. Donc c'est un jeu qui se situe dans les années 60, les nazis ont gagné la guerre, ils ont conquis la planète Terre, mais également après d'autres planètes. Donc ça fait penser un tout petit peu à ce film complètement délirant qui s'appelle Iron Sky, où on avait des nazis qui faisaient un petit peu je sais plus ce que c'était, du buggy sur la Lune, du sidecar. Et sachez que ce jeu a créé un petit peu la polémique. Pas le jeu lui-même, en fait une déclaration de Warren Spector qui a simplement dit sur sa page Facebook que finalement le monde n'avait peut-être pas besoin d'un nouveau Wolfenstein. Donc évidemment tous les fans se sont un peu jetés sur lui, il était obligé de présenter ses excuses, de s'expliquer en disant que c'était pas la première fois qu'il regrettait qu'aujourd'hui on est de plus en plus on est quasiment que des FPS sur PC et les nouvelles consoles et que la plupart du temps c'est un peu les mêmes mécaniques de jeu mais réhabillées. Ce qui est pas faux. Complètement faux, mais peut-être c'était maladroit la manière dont il... Clairement, surtout qu'il a un peu ciblé un titre en particulier, donc ça c'est jamais super malin. Voilà. Nous, en tout cas, le trailer nous a plu et on l'attend beaucoup. Moi j'attendais également Surgeon Simulator 2013 dans un genre complètement différent. Et finalement c'était peut-être pas... disons que... un peu. Ouais, non, c'était la galère. De manière, tu vas voir, j'en parle là tout de suite. Ok, ce qui n'était qu'une impression au début vient de se confirmer avec cette critique flash. Thierry me fait payer mes retards systématiques et mon non-respect des plannings en me filant régulièrement des jeux bizarres à critiquer. Là en l'occurrence, c'est un jeu qui énerve. Un jeu au principe plutôt cool et avec lequel on peut éventuellement rigoler quelques minutes, mais qui à terme énerve tout le monde. Surgeon Simulator 2013 vous invite donc à opérer des patients présentant des problèmes cardiaques, rénaux et même cérébraux. A l'aide des touches du clavier et de la souris, vous devez procéder à des transplantations en sachant que le jeu est peu regardant en matière de protocole. Ici, les commandes sont plutôt simples. Vous contrôlez la main gauche du docteur en gérant sa direction et son inclinaison, mais aussi chaque doigt de cette main. Pour la refermer sur un objet, vous devez par exemple appuyer sur 5 touches en même temps. Il s'agira ensuite de trouver à peu près le bon instrument pour votre intervention et d'effectuer la transplantation sans trop vous planter. La vie du patient, représentée en haut à droite par les millilitres de sang qui lui restent, n'étant pas infinie. En effet, à chaque mauvaise manip, genre un scalpel utilisé n'importe comment, le patient perd de la vie. Vous devez donc vous inscrire dans un délire de Dr Maboul pour espérer compléter les 3 épreuves de base que le jeu propose. Le challenge vient principalement du contrôle de votre main. Au début, on missionne ne serait-ce que pour attraper un objet. Ensuite, on s'énerve parce qu'on l'a évidemment attrapé n'importe comment, mais on essaie tout de même de l'utiliser. L'idée, c'est de sectionner à différents endroits les organes qui ne servent à rien, histoire de pouvoir accéder à la partie malade. Pour nous aider, plusieurs outils sont à notre disposition, comme les scalpels de base bien sûr, des ciseaux, mais aussi des choses plus exotiques comme des perceuses, des marteaux, des grosses scies et même un laser. Encore une fois, l'intervention n'est pas très protocolaire, et une fois l'organe malade retiré et le nouveau installé grossièrement, on considère que la mission est réussie. Pour plus de challenge et donc plus de pétage de câbles, on peut passer en mode ambulance. Les défis restent les mêmes, à savoir transplanter un cœur, des reins ou un cerveau, mais dans une ambulance qui trace cette fois, avec tout le bordel que ça implique. Une fois ces épreuves passées, reste un dernier défi que l'on ne peut débloquer qu'à partir du bureau en début de jeu. L'idée, c'est de mettre la dernière disquette 3,5 pouces dans l'ordinateur. Les autres disquettes vous montrent d'ailleurs les endroits où les organes doivent être sectionnés. On peut y passer un petit quart d'heure, mais on est assez content quand on y arrive. Le dernier défi, c'est de faire ça dans l'espace donc, avec ce délire d'apesanteur. L'occasion de constater que la physique du jeu est plutôt en place, même si l'ensemble reste toujours aussi frustrant et énervant. Au final, on aura rigolé quelques minutes avec Surgeon Simulator 2013. Faire des cravates avec les intestins et délirer avec le laser, c'est cool, mais on aura vite fait de retourner sur un trauma center quelconque. En tout cas, moi, c'est pas vraiment comme ça que je joue au docteur. Un commentaire sur Surgeon Simulator 2013. Oui, quand tu regarderas la critique, en fait, tu verras qu'en tout début de critique, je te fais un petit big up. Ah oui. Ouais, normal. Et donc, ça peut divertir pendant quelques minutes, mais ça s'achète pas. C'est pas quelque chose pour lequel tu vas mettre des sous et tout. Non, sur internet. C'est con parce que le principe était vraiment rigolo. Le principe il est rigolo, c'est rigolo. Moi j'aimais bien le Dr Mabou, j'aime bien Trauma Center, tout ça. Mais non, au bout d'un moment, faut arrêter.
On va maintenant voir la critique de Soul Sacrifice. Alors, on tient déjà à vous prévenir, donc c'est un jeu 16+, donc on triche un petit peu, mais on avait diffusé tous les reportages et les interviews consacrés au jeu dans Classé 18+, parce qu'à l'époque, il était un petit peu estampillé 18+. On s'excuse par avance, hein, la critique va pas être super belle en termes d'image, tout simplement parce que pour la PS Vita, nous n'avons pas de kit de capture, de saisie vidéo, et donc du coup, on a été obligé un peu comme des clochards, quoi, de filmer la PS Vita, raison pour laquelle on parle peu de jeux PS Vita sur l'antenne, mais pour le coup, ce jeu-là méritait qu'on y consacre un peu de temps. Un peu comme avec Dragon Quest ou Final Fantasy autrefois, s'assurer de la présence d'un Monster Hunter peut être un atout décisif dans le succès d'une console au Japon. En effet, la série n'est pas un simple system seller comme le sont les Mario chez Nintendo. Elle est aussi une locomotive capable d'initier un cercle vertueux et d'entraîner dans son sillage tout le reste de l'industrie. Sony le sait mieux que quiconque puisque c'est suite à son arrivée que la PSP a véritablement démarré sa belle carrière japonaise. Aujourd'hui, le constructeur ne peut hélas pas compter sur une aide aussi précieuse pour sortir sa PS Vita de l'impasse. Capcom ayant réservé sa poule aux œufs d'or à la concurrence, il lui faut se débrouiller par ses propres moyens pour attirer les millions de chasseurs que compte l'archipel. C'est ainsi qu'est né Soul Sacrifice, un clone chapeauté par Inafune Keiji, ancien producteur star chez Capcom, et sur lequel Sony fonde beaucoup d'espoir. I don't want to die yet. I was so close to learning Magusa's secret. Soul Sacrifice prend place dans un monde dévasté et tenu d'une main de fer par Magusar, un puissant sorcier qui ne se gêne pas pour sacrifier les humains à la chaîne. Et alors que tout indique que notre avatar s'apprête à y passer, un mystérieux grimoire va l'interpeller pour lui offrir une chance de s'en sortir. Librom, de son petit nom, n'a pas pour seule particularité d'être doué de parole. Il est aussi le journal d'un sorcier qui fut jadis le compagnon d'armes de Magosar. En parcourant ses écrits, notre héros va pouvoir littéralement revivre les différentes batailles auxquelles les deux compères ont pris part. Plonger dans ce passé qui n'est pas le sien va ainsi lui permettre de comprendre l'origine de la désolation ambiante, mais aussi d'accumuler suffisamment de savoir et de force pour tenter de défier Magosar et mettre fin à sa dictature. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce petit pitch ne sert pas seulement de prétexte pour partir castagner une nouvelle fois les bestioles. Alors que les Monster Hunter n'ont pas la moindre ambition scénaristique, Soul Sacrifice déroule en effet une histoire surprenante à mesure que les batailles s'enchaînent. La narration essentiellement textuelle et qui n'est pas sans rappeler les rêves de Lost Odyssey ou le récent Crimson Shroud de Matsuno Yasumi s'avère réellement captivante. Son ambiance noire au pessimisme presque palpable y est pour beaucoup, tout comme son écriture qui a le chic d'éviter tout manichéisme primaire et qui tente au contraire d'instaurer une dimension spirituelle et morale au récit. Soul Sacrifice a aussi la particularité de proposer un background très travaillé. Librom fait figure de véritable petite encyclopédie et propose de nous raconter la petite histoire, souvent tragique, de chaque monstre ou décor que compte le jeu. These are your only choices. Soul Sacrifice reprend les codes qui définissent un Monster Hunter-like. Il s'articule donc autour d'un système de quête, tire tout son intérêt de combat face à des boss aussi gigantesques que puissants. Et enfin, bien que le jeu en solo reste parfaitement concevable, il est surtout taillé pour être parcouru en multi, que ce soit en local ou bien online. Dans ces grandes lignes, la structure de Soul Sacrifice ne sort donc pas du cadre posé par Capcom. Pour ce qui est de la pratique, les choses sont en revanche bien différentes. Tout d'abord, le jeu de Sony ne propose pas de hub en forme de QG. Ici, du départ en mission à la phase de préparation, en passant par la customisation de son avatar, tout se fait directement à travers les pages de Librom. Un choix cohérent compte tenu du scénario et qui permet surtout de nous épargner de fastidieux allers-retours. Ensuite, en termes de gameplay, Soul Sacrifice n'a simplement rien à voir. Il se montre en effet bien plus dynamique et accessible que la série de Capcom, en mettant l'accent sur l'action plus que la stratégie. Il faut dire aussi qu'on n'a pas tout un équipement à gérer et qu'il suffit de piocher 6 sorts parmi la palette à notre disposition pour être d'attaque. Appelés offrandes, ces derniers peuvent prendre différentes formes. On peut ainsi matérialiser des armes aux propriétés et à la portée variable, faire apparaître des protections, se soigner ou même invoquer un golem pour qu'il combatte à nos côtés.
Impossible néanmoins de spammer ses meilleurs coups comme un bourrin. En effet, chaque offrande possède un nombre d'utilisations donné avant de se briser. S'il faut attendre la fin de la mission pour pouvoir la réparer, il est possible de contourner cette limitation grâce notamment à la géniale mécanique de sacrifice. Concrètement, une fois mort, n'importe quel être vivant peut être soit épargné, soit sacrifié. Dans un premier cas, notre héros sera récompensé par un petit gain d'HP. Alors que dans le second, ce sont les offrandes qui peuvent être légèrement restaurées. Ce système de sacrifice est d'autant plus intéressant qu'il introduit une notion de choix permanent qui impacte l'aventure à plusieurs niveaux. En effet, en fonction du sort réservé à nos adversaires, certaines quêtes s'ouvriront ou se fermeront à nous. Un boss sauvé rejoindra notre héros en tant que PNJ, tandis que choisir de sacrifier un partenaire à tout jamais permettra de déclencher une attaque surpuissante. Si c'est le contraire qui venait à arriver, et donc un coéquipier décide de nous achever, la partie ne se finit pas pour autant, puisque leur victoire est aussi la nôtre, et qu'il est possible de les aider indirectement. Le principe de sacrifice ou d'absolution remplace également le traditionnel système d'XP, et sert à définir l'alignement de notre héros. Plus on fera preuve de bonté, plus la barre de santé et les aptitudes défensives progresseront, alors que se montrer impitoyable fera grimper au contraire la magie et l'attaque. Il est bien évidemment possible de faire un personnage équilibré, mais il faut savoir que certains bonus de stats ne peuvent être équipés qu'en choisissant un des deux côtés de la force. Enfin, pour finir avec cette partie don de soi, sachez qu'il est possible de déclencher un rite obscur, une puissante furie bien utile, mais qui nécessitera le sacrifice d'une partie du corps de notre sorcier. Les conséquences sont handicapantes, évidemment, et jusqu'à ce qu'on prenne le temps de se soigner entre deux quêtes, notre avatar pourra par exemple évoluer avec une défense amoindrie ou une vision réduite. S'il ne devait y avoir qu'un jeu et un seul pour nous faire aimer la chasse à la japonaise, ce serait sans doute Soul Sacrifice. On a beaucoup parlé de Monster Hunter au cours de cette critique, mais vous aurez sans doute compris que c'était pour mieux mettre en relief les nombreuses différences qui les séparent. Le titre de Sony s'avère en effet bien plus percutant et immédiat, et ne demande pas des dizaines d'heures de pratique pour se montrer plaisant et addictif. La mécanique de sacrifice, d'une cohérente épatante, apporte tout de suite pas mal d'enjeux en nous demandant sans cesse de peser le pour et le contre avant d'agir. Les parties en multi deviennent alors des modèles de solidarité, comme quand un joueur ne se sent pas à la hauteur et préfère qu'on l'achève pour affaiblir l'ennemi. Alors, tout n'est pas parfait, et si l'on peut être clément sur des graphismes vieillots et un concept répétitif qui nous oblige parfois à recommencer des quêtes simplement pour obtenir des meilleures offrandes, il est difficile de pardonner la médiocrité de l'IA. Entre son manque de réactivité et ses comportements incohérents, elle gêne en effet pas mal la progression en solo et nuit forcément au plaisir de jeu. Néanmoins, par sa générosité, son ambiance de folie ou encore sa bande-son divine, Soul Sacrifice s'impose comme le jeu phare de la PS Vita. Kinafune développe un jeu purement japonais, après avoir critiqué sans retenue ses compatriotes, force est de reconnaître qu'il a su lui insuffler une âme. La mélancolie qui s'en dégage semble d'ailleurs faire écho à son état d'esprit au moment du développement, peu après son départ fracassant de Capcom. Alors oui, Soul Sacrifice n'a peut-être pas encore l'aura ou l'influence d'un Monster Hunter, mais il fait partie de ces vrais bons jeux que l'on a envie d'aimer et de pousser. Espérons que les ventes seront à la hauteur pour que la sortie d'un second épisode se confirme. Il le mérite. Alors je constate effectivement, Thierry, que bon, pour le coup, t'as un petit peu triché pour Soul Sacrifice, parce qu'effectivement c'est du 16+, mais j'ai envie de dire qu'il y a une double triche, parce que c'était un petit peu un jeu qui était censé se retrouver dans le XP. Du coup, non mais tu vois, je vais pas faire de vagues. C'était prévu quand, ça? Du coup, je vais pas faire de vagues. Juste contestation silencieuse. Tac. Voilà. D'accord. Tu l'as vu mon t-shirt. Écoute, la prochaine fois, il faut juste que tu me le dises, tu vois, sinon c'est un problème. D'un autre côté, en fait, comme la plupart des reportages ont été diffusés dans Classique du Plus, qu'on ait la critique ensuite dans XP, ça aurait été bizarre. Oui, ça, tu comprends? Oui, bien sûr. C'est rien de personnel. Hein. Bien sûr, donc, je vais mettre Showtime dans XP, tu vas pas comprendre. Non, mais t'es un peu énervé, donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est regarder 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Et je vais même teaser un petit peu, est-ce que, étant petit, t'as eu un chien? Ouais. T'as eu un chien étant petit? Ouais, j'en ai plusieurs. Tu vas kiffer. Le jeu s'appelle Fetch. Cool. Pour le moment uniquement disponible sur iPad, Fetch est un magnifique jeu d'aventure point and tap développé par Big Fish Studio. Big Fish, vous avez sans doute déjà entendu ce nom. Il s'agit d'un gros spécialiste du jeu casual, un peu basique, que ce soit sur PC avec sa plateforme de titres Flash par exemple, ou sur smartphone et tablette.
Fetch se distingue de leur production habituelle, plutôt générique, pour proposer un contexte de jeu absolument charmant et une jouabilité, certes un peu simplette, voire enfantine, mais voilà, le jeu est trop beau. Et les animations ne sont pas en reste. Difficile de ne pas tomber sous le charme de ce petit dessin animé interactif où l'on contrôle un gamin déguisé en cosmonaute alors qu'il cherche à retrouver son chien. Oui, son chien, d'où le nom du jeu Fetch qui signifie va chercher ou rapporter en anglais. Le jeu dans son ensemble est d'ailleurs une déclaration d'amour au meilleur ami de l'homme. Un propos à la naïveté assumée, transcendé par une réalisation graphique et technique que l'on oserait presque comparer au court-métrage Pixar. Au début du jeu, le petit garçon voit son compagnon à poil enlevé sous ses yeux par un robot déguisé en borne d'incendie. N'écoutant que son courage, il sort direct son pistolet à eau pour se retrouver lui aussi propulsé dans les égouts. Et ces derniers abritent les créatures les plus variées, des robots, mais aussi des souris aveugles, ainsi qu'un alligator géant au charisme incontestable. La jouabilité s'appuie sur des phases aventure puzzle classiques, tout en proposant de nombreux hotspots à tapoter pour les plus jeunes joueurs. Les décors, magnifiques, fourmillent ainsi d'éléments interactifs que l'on animera en tapotant l'écran. Certains passeront même en gros plan, comme ce papier à bulles, dont on peut claquer les alvéoles, juste pour le plaisir. Ne vous attendez pas à être confronté à des énigmes complexes, le jeu est très simple. Les objets récupérés iront bien se loger dans un inventaire, mais ils seront automatiquement activés au moment utile. Outre ce gameplay point and tap, Fetch propose de nombreux minigames intégrés au niveau ou présentés sous la forme de bornes d'arcade. Des jeux de tir ou d'adresse pour la plupart, très sympas, avec du scoring, susceptibles d'être rejoués directement à partir du menu principal une fois débloqué. On notera que si les images ici présentées sont en anglais, le jeu a été entièrement traduit et doublé en français. Très court, il dispose malgré tout d'une petite rejouabilité, avec des succès prenant la forme de cartes à collectionner, sans oublier les nombreux colliers des chiens enlevés, planqués un peu partout. Les décors sont également variés, avec les égouts de départ, mais aussi une île aux pirates et d'autres surprises. Téléchargeable pour moins de 4 €, Fetch est un jeu que l'on conseillera à tous les joueurs ayant des enfants, à tous les amateurs d'anime et à tous ceux qui ont grandi avec un chien. Et à tous les autres aussi, le jeu bénéficiant d'une direction artistique à faire fondre le plus endurci des cœurs de gamers. Fetch! Bah là, Fetch, moi j'ai vraiment kiffé. C'était un petit coup de cœur, donc il est sorti il y a quelques semaines maintenant. Donc quelque part assez surprenant, parce que le jeu est très simple, hein. C'est un point and tap classique avec du minigames à gogo, mais ça arrive de temps en temps. Ce qui sauve un jeu, en fait, ce qui le sort un petit peu du lot, c'est sa réalisation graphique, sa réalisation technique. Et là, le jeu, on a vraiment l'impression d'avoir un petit dessin animé interactif sur sa tablette, et c'est juste un méga kiff. Maintenant, je n'espère qu'une chose, c'est que le jeu sorte sur d'autres plateformes, d'autres tablettes que l'iPad, donc sur Android, sur Surface, etc. Ce serait bien que tout le monde puisse en profiter. Voilà. D'accord. Et maintenant? Alors maintenant, c'est showtime, Thierry. Donc, petite question. Est-ce que tu avais un chien quand tu étais petit? Non, pour le coup, moi, j'avais pas de chien. Je sors. N'importe quoi. Parce que parfois, il est important de savoir par qui on est le mieux servi, le showtime de ce mois-ci m'a été soumis par moi-même. Le processus a été plutôt simple. J'ai tapé Eroge dans le moteur de recherche le plus connu et me suis laissé porter par la magie de l'internet, cliquant sur ce qui me semblait être le plus en accord avec ce que demande la jeunesse. Dans ce surf qui n'est pas sans risque, on prendra bien sûr le soin d'esquiver les sites russes et les liens pouvant mettre mal à l'aise le reste du staff. Dans le process, on découvre des noms qui reviennent souvent, mais également les acteurs principaux du milieu. Les Alice Soft et autres Illusion bien entendu, mais aussi Tea Time, avec en l'occurrence ce Kaso Jinkaku qui nous intéresse aujourd'hui. Kaso est présenté comme un jeu d'aventure dans lequel il faut déclencher des actions pour avancer. Simplement, l'ensemble est complètement fucked up. Déjà parce que mon PC ne prend pas en compte les caractères japonais, mais aussi parce que les actions à exécuter n'ont pas vraiment de sens. J'ai tout de même réussi à activer 2-3 trucs afin de faire apparaître une fille. Après avoir enclenché un interrupteur donc, j'ai pu passer par la case création. Histoire d'avoir une donzelle à mon goût. Voilà donc une girl complètement next door, with a twist, avec qui je suis censé interagir mais qui reste bloquée dans ce tube. Après 3 quarts d'heure d'errement, j'ai enfin compris qu'il fallait y balancer un pavé afin de délivrer ma promise. Très vite, elle s'est mise à courir dans tous les sens, genre paniquée et tout. J'ai donc essayé de lui jeter un pavé dessus, histoire de la calmer, un peu comme dans la vraie vie. Mais rien à faire, au bout de quelques minutes, elle est morte. Ok, voilà donc un titre qui essaye de jouer au plus con. Simplement, il sait pas sur qui il est tombé. Je relance le tout, mais non sans avoir invoqué Internet et son cortège de jeunes qui m'ont entre-temps indiqué step by step la marche à suivre. Je repasse donc par la case création. Je refais une donzelle à mon goût. En fait non, je clique sur random, j'en ai rien à foutre. Hop, girl next door, with a twist, pavé, et c'est parti.
Les interactions dans cette version démo sont assez limitées. On peut lui offrir des vêtements et l'habiller, jouer avec elle ou encore jouer avec elle. J'ai donc passé le reste du temps que j'avais prévu d'allouer à ce Showtime à m'amuser à soulever ses vêtements, histoire de tester le moteur physique. Ouais, là on est sur du Unreal Engine 3 là. On se retrouve le mois prochain. Le jeu de l'E3 dernier, c'était quoi pour toi? C'était Watch Dogs. Il n'y a pas photo. Donc tout simplement parce que le jeu déjà c'était une nouvelle IP, donc ça a l'air con comme la lune comme ça, mais le simple fait que ce soit une nouvelle licence, bah ça fait plaisir à tout le monde. Ça crée l'enthousiasme, c'est clair. Complètement, d'autant que la plupart des autres éditeurs présentaient que des suites, donc du coup bah, ça c'est un petit bol d'air. En plus le jeu propose un contexte moderne, contemporain, avec un héros, un vigilante comme on dit en anglais, donc un justicier qui est capable de hacker un petit peu tout son environnement, donc, et de s'en servir à son profit, de récupérer des informations aussi sur tous les NPC qui tournent autour de lui. Et voilà, bah, les développeurs d'Ubi Montréal ont fait le déplacement sur Paris, sont venus avec la dernière version du jeu, donc une version vraiment qui tenait bien en place, qui tournait sur un gros PC, et ils nous ont fait une démo, ils nous ont représenté le jeu, et ils nous ont dévoilé de nouvelles features, de nouvelles mécaniques de jeu, et on va voir ça tout de suite avec un gros reportage avec 2 interviews. If you recognize this man, notify police immediately. Watch Dogs est maintenant en développement depuis 4 ans. Le projet a été initié sous le nom de code Nexus, dont le vieux logo est d'ailleurs toujours présent sur le masque du héros, Aiden Pierce. C'est ainsi que les développeurs d'Ubi Montréal, qui ont récemment fait le déplacement sur Paris, ont commencé leur présentation. Une façon pour eux d'invalider la rumeur qui veut que Watch Dogs fût créé sur les fondations d'un autre projet, Driver. La version bêta présentée tournait sur un PC, même si les devs se sont amusés à jouer avec une manette PS4, histoire de bien rappeler que leur titre sortait sur les consoles actuelles, mais aussi les prochaines. Après nous avoir rappelé les grandes lignes directrices du jeu, un titre open world, systémique, situé à Chicago, l'une des villes les plus surveillées des États-Unis, où l'on dirige un anti-héros, Aiden Pierce, obsédé par la notion de contrôle, les développeurs ont révélé de nouveaux détails sur le gameplay de Watch Dogs. On savait déjà que Aiden pouvait hacker à la volée son environnement et les NPC qui l'entourent afin de récupérer des informations et d'interagir avec les décors. On peut ainsi infiltrer un entrepôt gardé et ouvrir des trappes qui serviront d'abri, se servir des caméras de sécurité pour marquer ses cibles potentielles ou activer des monte-charges qui pourront nous amener à monter sur le toit d'un bâtiment. Bref, tout ce qui est géré électroniquement peut être hacké et utilisé par le joueur. Et bien sachez qu'il est également possible de hacker les intérieurs. On peut ainsi espionner un PNJ alors qu'il est tranquille chez lui, avec bien évidemment les limites qui s'imposent. Non, on ne va pas rentrer dans chacune des pièces de chaque appartement. Premièrement, ce serait un travail colossal, mais aussi, je suis pas sûr que ce serait intéressant. Ça devrait être un peu overwhelming, si on veut. Tu peux hacker chaque building, chaque pièce, Mais on veut s'assurer d'avoir une bonne densité de ça dans chacun des districts. Puis il va vraiment avoir une connotation différente, dépendamment du district que tu es, quel genre de personne, quel genre d'intérieur, quel genre de thème. Donc c'est important pour nous d'amener le côté un peu plus regard sur l'être humain. Donc on aime beaucoup la notion de l'impact de la connectivité, mais aussi de la technologie sur comment on vit aujourd'hui. Ça a plein de côtés positifs, des fois des côtés peut-être un peu plus pervers à la chose. Donc d'avoir des événements où au lieu comment on dit souvent, je dis on presse le citron d'une idée dans la gorge du joueur, on y force à comprendre quelque chose. À la place, maintenant, on peut juste y montrer des situations où des fois il va peut-être sentir qu'il n'est pas confortable d'être là, d'autres fois il va juste faire une réflexion sur ce qu'il est en train de voir, peut-être un tabou un peu plus présent en société, ce genre de choses-là, donc qui nous permet de toucher des sujets très chauds sans tomber dans le mauvais goût, sans faire des connotations ou faire des jugements sur quoi que ce soit. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement riche et qui amène beaucoup de profondeur à la ville, finalement, au final. Très voyeuriste, cette mécanique de jeu ouvre un champ de possibilités assez conséquent à la fois pour les joueurs et les développeurs. Je te dirais, il n'y a pas vraiment de limite. Je pense que c'est surtout au niveau du traitement qu'on essaie de faire attention. Je ne suis pas content dans le mauvais goût. Mais chaque sujet peut être... Moi, je dirais qu'il n'y a pas de limite sur le sujet que tu peux toucher si tu le traites de façon intelligente. Donc, je pense qu'on va juste simplement s'assurer de respecter le joueur un peu dans ce qu'on lui présente. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt, si on montre juste des trucs loufoques ou juste des trucs très négatifs ou très dark sur l'être humain versus la technologie, on n'est pas vraiment en train de respecter l'état de la société d'aujourd'hui. Donc, on veut s'assurer d'avoir des trucs beaucoup plus cute, des trucs un peu plus... les beaux moments de la famille, parler peut-être un peu de mental illness, donc les problèmes psychologiques, parler du côté plus sombre de certaines personnes. Donc, les dark secrets, mais
les secrets aussi un petit peu drôles, qu'on peut faire tout ça dans notre maison. Tu parles de sexualité, ces trucs-là. Tous ces éléments-là sont un peu présents dans l'univers. Puis le joueur, ben, des fois, il va être content d'être rentré dans une maison, d'autres fois, peut-être qu'il va se sentir un petit peu plus mal à l'aise. C'est un peu le but de l'exercice au final. Le héros, Aiden Pierce, est un justicier solitaire, une espèce de Charles Bronson cyberpunk à la personnalité trouble. Les développeurs parlent de zone grise où le joueur est libre d'imposer son propre sens moral. Toujours connecté, Aiden reçoit des alertes CTOS, c'est-à-dire du Central Operating System. Chicago est en effet une Smart City, une ville informatisée, contrôlée par un système de surveillance développé auquel le joueur a accès. Ce système l'avertit dynamiquement des crimes susceptibles d'être commis dans les minutes qui suivent, et là, il faudra parfois faire des choix. Ça fait un peu partie de la tragédie du personnage. Il y a beaucoup d'infos. Donc, il sait que quelqu'un va se faire attaquer. Il sait qu'il va y avoir un vol dans un magasin. Puis pour nous, c'est un choix de joueur. Donc, le joueur, à travers le personnage, sait qu'il va y avoir un crime. Qu'est-ce que tu fais? C'est un peu la question qu'on pose. Comment, toi, en tant que joueur, tu vas réagir à cette situation-là? Puis oui, tu peux aller sauver la vie de quelqu'un. Après ça, avec l'info, tu peux regarder et te dire, en tant que joueur, je pense que cette personne-là ne mérite pas d'être sauvée. Donc, je ne vais pas intervenir. Donc, pour nous, le grand aspect d'intervention au joueur dans les Vigilantes, c'est important. Donc, on lui donne le temps de lire les informations, de comprendre la situation, puis de faire un choix. Puis évidemment, des fois, il y a moins de temps, des fois, il y a plus de temps. Puis après ça, ça vire, dépendamment de son intervention, en divers gameplay qu'il peut faire. Afin de faciliter le hacking à la volée, qui permet par exemple de modifier les feux de signalisation en pleine course-poursuite en voiture, les développeurs ont décidé d'utiliser une mécanique de slow motion. Appelée Focus, celle-ci permet aux joueurs de ralentir le temps sur une petite période, cette capacité pouvant être améliorée au fil de l'aventure, afin d'analyser les possibilités qui lui sont offertes à un moment T. Le Focus est vraiment un outil pour aider le joueur à combiner tous les éléments. Quand on fait un jeu, je pense n'importe quel jeu, il y a tout le temps le côté où tu prends la manette, tu démos le jeu à quelqu'un, le développeur montre le jeu à une audience. Puis il y a souvent une phrase qu'on se dit en développement qui est « Ouais, si le joueur n'est pas capable de jouer comme toi tu joues, on fait pas notre boulot comme il faut. » Donc je pense qu'un jeu doit amener les gens à comprendre le langage et les possibilités d'un jeu, à lui montrer comment les combiner d'une certaine façon, surtout quand tu fais des choses un peu nouvelles. Le risque avec ça, c'est toujours que dès que tu donnes un gun ou une voiture à un joueur, c'est tellement instinctif, il sait déjà comment ça fonctionne, que là, il part, puis il utilise que ça. Même si souvent, cette personne-là nous dit « Ah non, je veux vraiment utiliser le hacking, puis faire ça différemment, du moment qu'elle tombe en mode autopilot, elle le fait plus. » Donc, le Focus est là pour amener le joueur à pas être intimidé avec ça, d'avoir une bonne point d'entrée. Le joueur qui est très bon peut tout de suite, à 200 km/h avec une voiture sport, se promener puis hacker 2 ou 3 trucs à la fois. Nous, on est capable de le faire en jouant, mais ça fait des années qu'on est sur le jeu. Donc, ça prend une prise d'entrée intéressante pour tout le monde. L'important, c'est de forcer personne à le faire. Donc, c'est un tool qui est très player instigated. Donc, le joueur l'active quand il veut. Ça va lui permettre de tranquillement voir un peu comment il peut combiner les éléments. Puis après, c'est pas important s'il est capable d'atteindre le niveau où il peut le faire même à haute vitesse, sans la Focus ou avec la Focus. Les deux sont fun, les deux sont intéressantes. Puis donc, c'est un peu l'idée à la fin, là, de pouvoir combiner ces éléments-là pour mieux aider les joueurs à utiliser le hacking comme il faut, comprendre son utilité, en voir son efficacité, parce que les gens ont tendance à tomber dans leurs vieilles amours au final. Puis je pense que là, on a des nouvelles choses qui sont extrêmement excitantes. Quand les joueurs réussissent à le prendre, pas y toucher, quelque chose de magique qui se passe, on va être sûr que tout le monde vive cette expérience. Lors de cette présentation, les développeurs ont également abordé le multijoueur de Watch Dogs. Et là, comme tous les autres éléments de gameplay, les autres joueurs sont intégrés au système. Explication. À chaque fois que tu hackes un district, que tu augmentes ta capacité de monitoring, donc ton système devient plus fort. Et tu peux, à l'intérieur de tout ce qui est connecté, aller dans la grid à travers la map et scan. On appelle ça un CTOS scan. C'est un peu comme quand la police ou le système de CTOS analyse pour vérifier la source d'un problème avant d'envoyer la police. C'est comme si on hackait ce système-là, puis on l'utilisait pour autre chose. Donc, on pèse sur un bouton, on analyse l'environnement, on peut trouver des potentiels crimes, toutes sortes d'activités dans ces endroits-là. Et aussi, on peut trouver sporadiquement d'autres joueurs qui jouent à Watch Dogs et faire des invasions. Donc, aller chercher un peu dans leur partie de façon seamless, sans loader
loading sans qu'ils s'en rendent compte pour les observer, tailer. Peut-être qu'ils ne sont jamais que tu as été là. Peut-être que le joueur va hacker d'autres personnes. On y va pas dans une optique où les gens peuvent rentrer dans une autre partie et faire du grieving et tuer tout le monde. C'est plus la partie un petit peu non violente au début, le hacking, le côté sneaky, trouver l'autre personne. Puis après ça, oui, ça peut dégénérer, dépendamment de comment les joueurs interagissent ensemble. Donc c'est un peu l'expérience qu'on va aller chercher au final, de faire la totale. On peut pas parler vraiment de everything is connected si on parle pas de la connexion entre les joueurs, puis du côté un peu extra gaming de la chose. They think I'm a man out of control, but I've never had so much control. Bien entendu, le nombre de joueurs connectés à une même partie ne sera pas infini. Dans le multijoueur, il y a évidemment une limite de gens qui vont être capables de participer. Donc, pour l'expliquer simplement, il y a des joueurs qui sont en single player. Donc, ils font leur campagne, ils font leur narration, ils font leur histoire, ils font toutes les mécaniques. Dans la même ville, c'est donc dans les mêmes systèmes de jeu, dans la même simulation, pas en même temps. Il y a des gens en multijoueur qui sont en train de jouer à des modes de jeu ensemble, séparés, etc., ou avec la ville. Puis ce qui était intéressant pour nous, c'est de prendre ces joueurs-là et de les faire jouer ensemble. Donc, à ta question, est-ce que c'est possible qu'il y ait quelqu'un dans ma session puis je ne le sache pas? Oui. Donc, c'est possible qu'on met les gens puis ça passe. Que tu te sois jamais rendu compte que quelqu'un a passé. Puis lui, il y a une activité, il y a un gameplay spécifique à faire, il y a des objectifs qui sont pas nécessairement les mêmes que les tiens, ils passent. Des fois, tu vas t'en rendre compte puis on fait des gameplays ensemble. Donc, on essaie de développer un peu tous les axes. Donc, on va retrouver évidemment beaucoup de choses de multi que les gens connaissent, mais ce qui est vraiment unique et intéressant dans Watch Dogs, c'est prendre ces joueurs-là et les faire jouer ensemble sans faire une interruption. Ce qu'on trouve dommage, c'est que si je suis en single player, par exemple, et je veux jouer en multi, bien, des fois, il faut que je fasse stop power. J'arrête mon jeu puis je pars multi. Pourquoi? Et pour nous, on voulait briser ça, dire, bien, je peux être en single. Je joue avec des gens en multi sans même arrêter mon expérience. Je l'expliquais d'une façon peut-être plus simple, c'est de dire c'est un buffet. Et pour le joueur qui est en single player, les activités de multijoueur avec d'autres gens font partie d'un choix d'activité. De la même façon qu'il peut faire un mini-game, de la même façon, si au travers de sa campagne, ça lui tente de jouer avec d'autres joueurs en multiplayer, il peut. On veut lui offrir ce choix-là. Donc, puis après ça, en explorant ces gameplays-là, on a trouvé des gameplays simples qui sont intéressants pour mêler ces joueurs-là ensemble. No way! Mais Watch Dogs exploitera également d'autres plateformes, comme les smartphones et les tablettes tactiles, que ce soit en solo ou en multi. Étant donné que l'outil principal d'Aiden, c'est son téléphone, on aurait trouvé ça dommage de ne pas explorer, disons, la représentation réelle d'un téléphone contemporain. Donc, on a créé beaucoup de apps. On voulait développer un smartphone pour que le joueur sente qu'il en possède un réellement. Donc, évidemment, il y a un store, il y a des trucs sociaux, le wall avec tes amis, des journaux, les médias, la progression de joueur, évidemment, on va trouver ça, des tips. Le joueur peut s'acheter des outils, des apps, etc. Donc, c'est important pour nous d'avoir cette fantaisie-là, sinon on aurait trouvé que ça manquait un peu de sens. À l'autre partie de la question, les joueurs qui ont vraiment un device, par exemple une tablette Android ou iOS, on voulait aussi, un peu dans le thème du jeu, de pouvoir se connecter à travers console et device, puis de jouer à des gameplays synchrones. Donc, le même exemple plus tôt, le buffet, donc un joueur qui joue en single ou en multi, a un choix d'activité supplémentaire, donc il y a plus de contenu parce que il est prêt à jouer avec une personne qui a un device. Donc, soit deux personnes séparées physiquement ou deux personnes sur un couch. Ils peuvent jouer à des modes de jeu, donc ensemble, avec les deux tablettes. Parmi les applications téléchargeables sur le smartphone utilisé in-game par Aiden Pearce, on aura des jeux en réalité augmentée assez épatants. Ces derniers ont été développés à Newcastle par Ruby Reflections. Et contrairement à ce que l'on a pu dire auparavant, le studio responsable de l'excellent Driver San Francisco ne s'est pas occupé du gameplay véhicule, ce dernier ayant été entièrement développé à Montréal.
Que dire pour conclure ce sujet, si ce n'est que Watch Dogs s'annonce comme l'un des titres les plus ambitieux de cette fin d'année. Moderne, novateur, techniquement impressionnant, basé sur des systèmes de jeu dynamiques, imbriqués les uns aux autres, pensés pour impliquer le joueur et le surprendre sans cesse, le projet est d'une grande cohérence. Maintenant, avec ou sans manette PS4, on a envie que les développeurs se décident enfin à nous mettre un pad entre les mains afin que l'on puisse jouer à Watch Dogs et non plus se contenter de regarder d'autres gens y jouer. Donc pas mal de petites choses, hein, pas mal de nouveautés révélées sur le jeu, ça donne encore plus envie, comme je le dis à la fin du reportage. Maintenant, on a juste envie d'y jouer, on en a marre qu'on nous présente le jeu, que des gens soient en train de nous faire des démonstrations, c'est fini là. Maintenant on veut le jeu, on veut une preview, on veut une review, et on veut que ce soit parti, quoi. C'est fini, on veut jouer. Et donc le truc, j'ai pas tout mentionné un petit peu dans ce reportage, il y a vraiment des petites subtilités intéressantes. Par exemple, le Aiden Pierce, lorsque tu le contrôles, le simple fait de sortir ton arme modifie complètement son animation, et donc il planque un petit peu son gun autour de lui, et si jamais il le sort, immédiatement tout le système, on parle de jeu systémique, tout le système réagit à ce que tu fais. Donc tu sors ton gun, tu tires une balle, et là soudainement tu vas voir en fait les mecs courir autour de toi, s'enfuir, tu vas voir des gens sortir leur téléphone et y appeler 911, donc appeler les secours, la police. Donc évidemment tu peux hacker et écouter sa conversation, tu peux essayer de modifier un petit peu, de couper la conversation par exemple, d'interagir un peu avec l'environnement de manière soit à t'enfuir, soit de court-circuiter tout de suite l'arrivée des flics. Donc c'est extrêmement réactif. Donc on va plus se retrouver dans des situations pour le coup à la GTA par exemple San Andreas ou une connerie comme ça, où tu te balades dans la rue avec un bazooka et puis bon, tranquille. Non, là tu seras pas tranquille du tout, les gens seront très inquiets. Donc, et du coup il y a vraiment plein de choses très intéressantes qui nous ont été présentées. Techniquement on a des petits détails comme la simulation du vent qui est vraiment épatante, c'est une petite nouveauté, c'est un truc con mais tu l'enlèves, comme le disent les développeurs, tu l'enlèves et soudainement le jeu perd en vie. On a également, on en a parlé un tout petit peu, on a également les jeux en réalité augmentée, donc sur ton smartphone tu peux télécharger des applications, donc c'est marrant parce que du coup on a des espèces de blobs qui commencent à apparaître, qui peuvent prendre possession des NPC un petit peu qui se baladent dans l'environnement, et tout ça c'est vraiment très sympa. C'est des jeux dans le jeu, qui fonctionnent bien. C'est les trucs qui te font passer du temps, disons que c'est des petites mécaniques qui ajoute quelque chose à, j'imagine, l'histoire qu'ils ont prévue carrée dans tous les sens, tout ça, mais qui font que tu te souviens de ce jeu, tu t'en souviens bien, à l'instar des GTA par exemple, où quand on te demande de raconter un GTA, tu vas être plus prompt à raconter une aventure que tu as eue, c'est-à-dire t'as tapé les flics avec ton pare-choc et puis à la fin tu te retrouves à te sauver en jet ski avec 5 étoiles et un coucher de soleil, plutôt qu'à parler de l'histoire en elle-même. Donc c'est bien, moi j'aime bien. Carrément. Donc c'est du gameplay émergent, c'est vrai que les joueurs vont pouvoir partager plein d'anecdotes, d'autant plus qu'ils auront la possibilité d'interagir également ensemble, que ce soit via des tablettes, smartphones, etc., ou simplement en étant connecté avec sa propre console de manière à pouvoir pénétrer la partie d'un autre joueur. Donc tout ça, il y a des choses qui restent un petit peu obscures, mais ça fait envie, et on se dit que le niveau d'ambition sur le jeu est impressionnant, et simplement on espère que les développeurs pourront vraiment tenir leurs promesses et que tout soit bien carré, quoi. Mais en tout cas sur la version présentée, on était emballés. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau Classé du Plus avec également un gros contenu consacré à un autre jeu qu'on attend énormément, The Last of Us. Donc là, on a eu déjà l'occasion d'y jouer. On va pas dire un seul mot pour l'instant sur le jeu, mais on en parlera dans 15 jours suffisamment. Donc ne manquez pas le prochain Classé du Plus. Et on aura également la critique de Metro Last Light qui normalement devrait être pas mal non plus. Donc du beau contenu. Salut tout le monde.